Dors bien, mon amour. Demain matin, je te dépose à l'école et je t'attendrai à la sortie, d'accord? J'en ai marre de venir dormir ici, maman. Je sais, mon petit cœur. Mais je te promets, il n'y en a plus pour longtemps. Bon, bah j'y vais. Ok. Manon? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es blessée? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Manifestement, sa mère n'est pas chez elle. Elle travaille la nuit dans un hôtel. Je vais essayer de la joindre là-bas. Allô? Oui, bonjour, ici Madame Rigaud, directrice de l'école Montgolfier. Je cherche à joindre Sonia Villers. De toute urgence, hein, c'est au sujet de sa fille Manon. Sonia Villers? Non, je l'ai pas vue ce matin, non. Elle a dû rentrer chez elle, elle finissait vers 5h du matin. Bon, attendez, ne quittez pas, hein, je vais voir dans la pièce de repos, elle s'est peut-être endormie. Hein. Est-ce que vous avez vu Sonia ce matin? Est-ce que vous avez vu Sonia ce matin? Non. Le corps a été découvert à 7h45. Sonia Villers, 32 ans. Employée depuis 5 mois en room service. C'est l'école primaire Montgolfier qui nous a prévenus. Ils ont trouvé la fille de la victime, Manon, 9 ans, assise devant la porte. Son pyjama a été couvert de sang. Ou la petite a découvert sa mère morte. Ou pire, elle a été témoin du meurtre. En tout cas, elle a passé une partie de la nuit. Dans la pièce de repos, on a trouvé ses vêtements. L'école est à 4 km d'ici, elle a fait tout ce chemin à pied. Et pourquoi aller à l'école plutôt que chez elle? C'est curieux. Sans doute pour se sentir en sécurité. Elle devait avoir besoin de retrouver des gens qui la rassurent. Ses copines de classe, probablement. Excusez-moi. Elle a reçu un coup de couteau dans la poitrine. Un seul. La mort a été immédiate. J'ai trouvé un cheveu châtain clair. Peut-être celui du meurtrier. On a trouvé des marques de prise sur ses bras. Donc elle s'est défendue avant d'être tuée. Ah, quelque chose d'intéressant. Peut-être une piste pour vous. J'ai retrouvé son sac à main dans son casier, dans lequel se trouvait une lettre, écrite en anglais. Une lettre d'embauche d'un groupe hôtelier. Sonia Villers avait décroché un poste de directrice adjointe dans un hôtel 5 étoiles au Japon. Directrice adjointe, une simple serveuse? Écoute ça, Martin. On vous attend dès que vous serez libéré de vos obligations professionnelles. Ça date de 5 semaines. Quelles obligations professionnelles? Qu'est-ce qui l'empêchait de quitter son emploi pour prendre un poste au Japon? Le corps a été traîné post-mortem jusqu'à cette pièce. Et il fallait une certaine force physique. Le meurtrier a très sommairement nettoyé les traces de sang avec cette éponge qu'on a trouvée dans l'évier. Mais Sonia Villers a probablement été tuée ici. T'as une idée de l'heure? Elle a servi son dernier client à 23h45.
Et en principe, cette semaine, elle quittait son service vers 5 heures du matin. Vu les rigidités cadavériques et la température du corps qui est descendue à 32 degrés, je dirais 1 heure du matin. Qu'est-ce que tu as d'autre comme élément? Malheureusement, pas grand-chose. Pas d'empreinte, aucune trace de pas significative. Personne n'a rien vu, rien entendu. Autre chose, ce couteau a été retrouvé dans l'évier et je pense que c'est l'arme du crime. La lame correspond parfaitement à la forme de la plaie. Il a été lavé, toutes les empreintes ont été effacées, mais j'ai tout de même trouvé du sang au luminol. J'envoie tout ça au labo. Le meurtrier a pris la première chose qui est tombée sous la main. C'était pas prémédité. Un collègue aurait eu un motif de la tuer? Ou un client. En tout cas, cette jeune femme n'était pas une serveuse comme les autres. Au milieu de la nuit, n'importe qui a pu se faufiler par derrière et entrer ici sans se faire remarquer. On va sans doute pouvoir trouver des réponses en allant fouiller chez elle, Mathilde. J'y vais. M'attends, avec toi. Et moi, je reste ici pour interroger les clients et le personnel. Il y a aussi la petite qui dormait dans la salle de repos. Il faut qu'on sache ce qu'elle a vu. Sans doute un témoignage essentiel, oui. Je vais aller à l'école, je vais essayer de lui parler. Oui. Bonjour, Alain Belgrand, je suis le directeur. Major Bernier, section de recherche. Il paraît que vous allez interroger tous les clients. Seulement ceux qui ont été en contact avec Sonia Villers hier pendant ce service. Par contre, je veux voir tout le personnel. Je suppose que je n'ai pas le choix. Vous avez des caméras de vidéosurveillance dans votre hôtel? Non, nous sommes un établissement de luxe et nous respectons l'anonymat de nos hôtes. D'ailleurs, je ne voudrais pas que cette mauvaise publicité nous fasse du tort. Je peux compter sur votre discrétion? On va faire le maximum. Vous saviez que Sonia Villers avait décroché un poste de directrice adjointe dans un hôtel 5 étoiles au Japon? Directrice adjointe? Oui. Vous plaisantez? Il y a à peine 6 mois, elle était aux abois quand je l'ai embauchée. Je vous en prie. Je suis seule avec ma petite fille. Son père est mort et j'ai vraiment besoin de travailler. Notre établissement est classé relais château. Nous exigeons un vrai professionnalisme de nos employés et puis, vous n'avez aucune référence. Je connais le métier. Mon père a toujours dirigé des hôtels de luxe à l'étranger, je l'ai suivi partout. Je parle parfaitement anglais. Je vous jure que si vous m'engagez, vous ne le regretterez pas. J'avais un problème d'effectif. Elle parlait couramment l'anglais et présentait bien. Je lui ai proposé de la mettre à la réception. Elle a insisté pour être au room service. J'ai pas compris pourquoi. Elle avait quel type de contrat chez vous? Un CDD de 3 mois renouvelable. Donc aucune obligation qui la retenait ici? Non, elle nous devait juste une semaine de préavis. Manon, il faut que tu boives un peu, je t'en prie. Y a rien à faire. Elle est encore en état de choc. Un médecin l'a examinée, elle n'a rien. J'attends un peu de psychiatre. Et son père, vous savez où on peut le trouver? Il n'y a pas de père. Manon porte le nom de sa mère. Il nous a dit qu'il était mort avant sa naissance. Maintenant, la petite est orpheline. Enfin, le procureur est prévenu, il va saisir les services sociaux. Elle n'a pas de famille qui pourrait l'accueillir. Non, nous n'avons aucun nom à contacter sur sa fiche de renseignement. Et Manon n'a jamais évoqué personne en classe. Non, je pense que la petite n'avait que sa mère. Bonjour Manon. Je m'appelle Claire. Je sais que tu as eu très peur cette nuit. Et que tu as marché seule très longtemps pour venir jusqu'ici. Il y a quelqu'un que tu voudrais voir? Une copine, quelqu'un que tu aimes bien? C'est bizarre, il n'y a aucun souvenir. Très peu d'affaires personnelles, c'est vraiment le strict minimum. À part des jouets pour la petite. C'était une location meublée. D'après la gardienne, Sonia Villers est arrivée ici il y a 6 mois avec sa fille et une seule valise.
Et en 6 mois, elle n'a pas pris le temps de s'installer. Excusez-moi. Oui. Sonia Villers vous a dit où elle vivait avant? Non, elle était très discrète sur tout ça. La petite aussi. Ça lui arrivait souvent d'emmener sa fille au travail quand elle était de service la nuit? C'était 1 semaine sur 3. Au début, c'est moi qui gardais la petite. Puis ensuite, elle allait chez quelqu'un de son école. Vous savez qui? Non, mais ces derniers temps, sa mère ne voulait plus se séparer de Manon. La petite, ça l'énervait. Elle se disputait avec sa mère à cause de ça. Il n'y avait aucun homme dans la vie de Madame Villers? En tout cas, j'en ai jamais vu aucun avec elle. Mathilde? Viens voir. C'est quoi, ça, à ton avis, du japonais? Je connais pas bien le japonais, mais... Ouais, en tout cas, ça y ressemble. C'est une notice pour du fond de teint. Elle était en train de la traduire. En japonais, donc en plus, elle était trilingue. Décidément, pourquoi cette jeune femme restait simple serveuse? C'est incroyable, Sonia a complètement changé de look. Si on se base sur sa petite fille, c'était l'été dernier, c'est très récent, ça. Donc, Sonia Villers est arrivée avec presque rien. Elle parlait jamais de son passé, elle avait changé d'apparence. Elle se cachait. Oui, mais de qui? C'est ça la question. Vous savez, ici, on travaille par roulement. Avec Sonia, on se croisait, c'est tout. Mais parfois vous parlez de ses amis, de sa famille, non? C'était pas vraiment du genre à faire des confidences. En fait, elle se la pétait un peu, vous voyez. Et puis... Et puis? Puis elle avait vite fait donner des ordres. Je l'ai envoyée balader, alors. Je parlais plus trop. Vous l'avez vu ou entendu appeler des proches au téléphone? À part sa fille Manon, non, je vois pas. Ah si, hier, il y a un client qui la connaissait. Mais Sonia, ça lui a vraiment pas plu. Tu sais pas, j'ai oublié de te dire. Il y a un type tout à l'heure au bar, il m'a demandé si j'avais pas une collègue qui s'appelle Sophie, la trentaine. Belle brune avec des yeux bleus. Je dirais que c'est toi qui cherches, non? Comment il était? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que non, il n'y a pas de Sophie ici. Après, je me suis dit que ça te ressemblait. Il s'est peut-être juste trompé de prénom, tu crois pas? Je suis pas la seule brune aux yeux bleus qui travaille ici. Il avait l'air de quoi? Grand brun, plutôt beau gosse dans les 40 ans. Je vois pas. Il est dans quelle chambre? La 14. Elle avait l'air inquiète. Je suis sûre que c'est elle que ce type cherchait. Sophie, Sonia, ça se ressemble, non? Il est toujours là, ce client? La 14. Je l'ai pas vu ce matin au petit déjeuner. Je vous remercie. De rien. Major Bernier, section de recherche. Touchez plus à rien. Le client est parti? Oui, très tôt ce matin. Il était là depuis quand? 2 jours. Je vais vous demander de quitter cette pièce. Un technicien va venir relever les empreintes et faire les prélèvements. La 14? Oui. C'était monsieur Zagouri, Eric Zagouri. J'ai sa carte de crédit, une carte professionnelle, au nom de la société Ketala Co. Je vous l'imprime? S'il vous plaît. Oui, Mathilde. Martin, il est possible que l'identité de Sonia soit fausse. J'ai mis Luc sur le coup pour qu'il vérifie rapidement. Je crois que t'as raison. Ici, il y a un type qui l'a cherché sous le prénom de Sophie. Sophie. Mon capitaine? Oui. Mathilde avait raison. J'ai vérifié à l'état civil. Les papiers de Sonia Villers sont faux. Sonia Villers, Amandine, Rose... Ah, Mathilde. La vraie Sonia Villers est née le 25 avril 1972. Elle s'est fait voler ses papiers d'identité il y a 1 an à Nantes. Rien à voir avec la victime. Bon, reprends tout à zéro. Faut identifier cet inconnu. Je prends contact avec le groupe hôtelier qui l'avait engagé au Japon. Ils ont peut-être des infos qui pourraient nous aider. D'accord. Et la petite Manon? Sa mère avait dû lui faire la leçon, mais elle est suffisamment grande pour connaître sa véritable identité, non? Appelez Claire et voyez où elle en est. Ça marche.
Bien joué, Mathilde. Non, elle est toujours avec le psy. Oui, je te tiens au courant. J'aurais besoin de consulter le dossier scolaire de Manon. Ah, je suis navrée, mais je ne l'ai pas. Comment ça se fait? Écoutez, Madame Villers a inscrit sa fille après la rentrée. Elle n'avait pas tous ses papiers. Je l'ai prise quand même. Vous savez bien où elle était scolarisée avant? Bien sûr, dans la région parisienne. J'ai un peu tardé à leur écrire. Ils n'ont pas encore répondu. Quel rapport avec la mort de Madame Villers? Nous devons reconstituer le parcours de cette femme. Ce sont des éléments qui pourraient nous fournir une piste. Bah, écoutez, je vais les rappeler. Je vais faire de mon mieux. Alors, docteur, comment va Manon? Bon, elle est en état de choc post-traumatique. Psychiquement, elle a dû affronter une émotion insoutenable. Nous supposons qu'elle a découvert sa mère morte. Vous imaginez? C'est pour ça qu'elle est prostrée. En fait, elle s'est enfermée sur elle-même afin de se protéger. Vous pensez que ça va évoluer comment? Impossible à dire. Ça peut durer quelques heures, plusieurs jours, voire davantage. Donc ce qu'il lui faut, c'est du repos, du calme, et surtout un environnement familier qui la rassure. Elle n'a plus personne. On ne peut quand même pas la confier dans cet état à la DAS. Bonjour. Alors, comment va Manon? Toujours en état de choc. Je vous présente Valérie Courbet, l'institutrice de Manon. La petite l'aime beaucoup. Bonjour. Je peux lui parler? Peut-être que ça pourrait la rassurer de voir Madame Courbet. Très bien, allez-y. Mais si elle refuse de parler, surtout vous n'insistez pas. Ne vous inquiétez pas, je la connais bien. Manon? C'est moi. Je sais que t'es malheureuse. Je te laisserai pas toute seule. Tu le sais. T'as bien fait de venir ici. T'inquiète pas. Hein? Je suis là. Juste à côté. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Docteur, je peux vous parler une minute? Bien sûr. Excusez-moi. Nous venons de découvrir que la mère de Manon se cachait sous une fausse identité. Et ce, probablement depuis plusieurs mois. Elle devait se sentir menacée, et la petite forcément aussi. Et vous savez pourquoi? Ça peut avoir de l'importance pour décrypter le comportement de Manon. On a encore trop peu d'éléments. Oui, je commence à mieux comprendre la confusion mentale dans laquelle se trouve Manon. Elle a pu laisser échapper un petit détail par mégarde devant quelqu'un et croire que c'est de sa faute si sa mère est morte. Sonia Villers, 36 ans. Ce nom est une fausse identité. Personne ne sait d'où elle venait, ni qui elle était réellement. Et tout indique qu'elle se cachait avec sa fille. Et si elle avait menti à propos du père de Manon? Supposons qu'il ne soit pas mort. C'est peut-être lui qui a voulu fuir. Possible, mais le problème, c'est qu'on peut pas avancer tant qu'on n'a pas la véritable identité de cette femme et de sa fille. Luc? J'épluche le fichier des personnes signalées disparues. Pour l'instant, j'ai rien. Elle s'est donné beaucoup de mal pour brouiller les pistes. Une femme très organisée, très intelligente. Hier, à l'hôtel, un certain Eric Zaguri a cherché une femme qui ressemblait étrangement à Sonia, qu'il a décrite sous le prénom de Sophie. On peut supposer que c'était son véritable prénom. Dans la chambre de Zaguri, chambre 14, j'ai relevé les empreintes de la victime sur un plateau où se trouvait une bouteille de champagne. C'est donc bien elle qui l'a apportée. Et d'après les fiches, elle l'aurait servi vers 22h. Et il est où ce Eric Zaguri, là? Il a quitté précipitamment l'hôtel dans la nuit. Ça devient un suspect important. On le cherche. Si c'était lui, le père de Manon? J'ai vérifié son état civil. Il est français, né à Paris. Et il travaille pour une société d'import-export italienne. Mais il vit entre Paris et Milan. Et je m'occupe d'appeler son employeur. En attendant, si ce Zaguri est un commercial qui travaille en Italie, c'est le genre à voyager en avion. Luc, on vérifie les réservations sur les vols depuis ce matin. En tout cas, Sonia Villers se cachait et elle a été tuée. La petite Manon est peut-être en danger. On la protège, mais discrètement. Nadia? Après autopsie, c'est bien ce couteau qui a tué Sonia vers 1h du matin. Le coup a été porté à l'horizontale par un individu droitier et probablement de taille moyenne. Le meurtrier n'a laissé aucune trace de son passage, sauf peut-être le cheveu que j'ai prélevé sur le chemisier de la victime. Pour l'instant, on attend l'ADN. Autre chose? Le Shiba Hotel à Tokyo, où Sonia devait prendre ses fonctions. Il y a 2 mois, elle est allée à Londres pour se présenter. Elle n'avait pas de référence, mais elle a mis en avant ses connaissances des langues et du milieu hôtelier. Et elle a été engagée. Oui, elle employait les mêmes arguments ici. Son père dirigeait des hôtels de luxe à l'étranger. C'est une piste à creuser. On se demande ce qui pouvait bien la retenir à Bordeaux.
En tout cas, la petite Manon est un témoin clé, puisque le sang qu'on a prélevé sur son pyjama est du même groupe sanguin que celui de sa mère. Le labo est en train de comparer les ADN. Je vais peut-être retourner auprès d'elle, au cas où elle se déciderait à parler. Allez-y, Claire. À quoi cette petite fille a bien pu assister, j'ose même pas l'imaginer. Je voulais vous voir. Manon est en train de se réveiller. J'espère que le sommeil lui aura fait du bien. Je voudrais parler à son institutrice, Madame Courbet. Elle est encore là? Mais bien sûr, elle surveille la récréation de la cantine. Vous pouvez y aller. Merci. Manon ne vous a jamais parlé de sa vie avant qu'elle vienne s'installer à Bordeaux avec sa mère? Non, non. J'ai trouvé ça curieux d'ailleurs. Ah si, si. Il y a eu une fois, en classe. En tournant autour de la Terre, la Lune exerce une attraction sur la Terre. Hein, et c'est ça qui provoque le mouvement des océans. C'est la marée. Mais pourtant, à Nice, la mer était toujours au même niveau. Il n'y avait jamais de marée. C'est vrai, Manon. Tu as raison. À Nice, il n'y a presque pas de marée. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est une mer fermée, la Méditerranée. C'est pas un océan. Mais tu connais bien Nice? Tu as vécu là-bas, peut-être? Non, je sais plus. Elle sait même pas où elle a habité. Chut. Thomas, c'est pas très gentil de se moquer de Manon. Écrivez tout ça sur vos cahiers. Manon est timide et fragile. Elle n'était pas au niveau en arrivant ici. Je m'en suis beaucoup occupée pour qu'elle rattrape son retard. Dites, madame, est-ce que Manon est malade? Non, elle se repose, c'est tout. Hein? Mais t'inquiète pas, Lily. J'aimerais bien la voir. Pas maintenant. Mais dès qu'elle ira mieux, je te le promets. Allez, retourne jouer. Excusez-moi. Oui, Martin. Je pense que Sonia Villers habitait à Nice avant de venir s'installer à Bordeaux. Au cas où ça t'aiderait pour l'identifier. Ok, d'accord. Bonjour Lily. Bonjour. Je m'appelle Claire. C'est ta copine, Manon? C'est ma meilleure copine. Les autres ne l'aiment pas trop, mais moi je l'adore. Pourquoi les autres ne l'aiment pas? Elle ne parle pas beaucoup et c'est la chouchoute de la maîtresse. Alors, les autres, ça les énerve, c'est forcé. Tu voudrais bien m'aider, Lily? Peut-être que Manon, elle te dira à toi, celle-là de la famille. Ou quelqu'un chez qui elle veut aller. Tu peux y aller, Lily. C'est moi, Lily. Ça va? Je suis trop triste pour toi. Tu sais, si t'es toute seule, tu peux venir chez moi. Je suis sûre que maman sera d'accord. Tu veux que je lui demande? Moi, j'aimerais bien, mais il faut que toi t'aies envie. Ou alors, dis-moi s'il y a quelqu'un que t'aimes bien, chez qui tu voudrais aller. Vous manipulez ces enfants, c'est honteux. Vous ne devriez pas laisser faire ça, Madame Rigaud. Allez, Lily, allez. C'est l'heure de retourner en classe, la récréation est terminée. Elle est bien, Lily. Tout va bien. Tout va bien. T'inquiète pas, je suis là. Je te laisserai pas toute seule. J'aimerais tellement t'oublier toutes ces choses qui t'ont fait de la peine. Luc, ça donne quoi, Nice? Les services de police ont réagi au signalement de Sonia et sa fille? J'ai couvert toute la région Pocket, pour l'instant, il n'y a pas de retour.
Et le client de la chambre 14? Eric Zaguri? Ouais. J'ai vérifié auprès de son employeur, tout a l'air réglo. J'ai eu son patron au téléphone. Il confirme que Zaguri vient régulièrement à Bordeaux pour négocier des bons crus. Il devrait être encore dans la région. Et il a réservé un vol ce soir pour Paris à 18h30. Dès qu'il passe à Mérignac, on le cueille. Autre info, le cheveu que j'ai prélevé sur le chemisier de Sonia n'est pas celui de sa fille. Sur le compte bancaire que Sonia avait ouvert ici, j'ai trouvé 2 choses intéressantes. D'abord, elle a déposé 8 000 € en arrivant dans la région. Donc elle a quitté Nice avec de l'argent. Exact. Ensuite, je viens de constater que la semaine dernière, elle a viré 1 200 € au profit de la société Kenyo. C'est une société de déménagement. Je les appelle. D'accord. Ah, Claire. Elle a parlé, la petite Manon? Elle commence tout juste à communiquer. C'est encore trop tôt pour l'interroger. D'accord. D'après le psy, elle se sentirait coupable d'avoir rompu le secret de sa mère. Vous voulez dire qu'elle a pu donner sa véritable identité à quelqu'un? Et elle pense que ça a causé la mort de sa mère. Mais imaginons que Sonia Villers ait enlevé Manon à son père. Il a pu la retrouver à l'hôtel. Ils se sont disputés violemment et il l'a tuée. Sans savoir que la petite dormait dans la pièce juste à côté. On en revient à Eric Zaguri. Peut-être qu'elle fuyait pour d'autres motifs. Un délit qu'elle aurait commis, par exemple. Tu penses qu'elle se cachait de la police? Pourquoi pas? Ou alors elle fuyait un des complices qu'elle aurait dépouillé. Et il l'aurait tué pour se venger. T'as raison, Martin. Je lance des recherches sur les délits récents non élucidés. Il y a une semaine, Sonia Villers a payé le déménagement d'une certaine Colette Marchand, qui habitait alors moi. Les déménageurs ont emmené tout le chargement dans un garde-meuble, sauf une télé, un fauteuil et quelques bibelots qu'ils ont déposés dans une maison de retraite à Bouliac, la Verte Prairie. Madame Marchand? Oh, ma chérie, c'est gentil de venir me voir. Viens embrasser ta mamoune. Bonjour, maman. Ça va? Tu es bien mignonne. Mais tu es qui, ma chérie? Je suis adjudante de gendarmerie. J'aimerais savoir si vous connaissez cette jeune femme. Non, je sais pas. Je devrais me souvenir, tu crois? Bonjour. Bonjour. Michel Bouchard, je suis le directeur de cet établissement. Je peux vous voir 2 minutes? Oui. Madame Marchand ne pourra pas vous aider. Elle souffre d'une forme de dégénérescence cérébrale. Qu'est-ce que lui veut la gendarmerie? Major Bernier, section de recherche, adjudant Delmas. Nous enquêtons sur le meurtre d'une jeune femme qui se présentait sous le nom de Sonia Villers. Cette jeune femme. Ah oui, je la connais, mais elle est morte. C'est elle qui nous a contactés il y a 4 mois pour que nous prenions en charge Madame Marchand. Elle a attendu qu'une place se libère et elle l'a installée ici la semaine dernière. Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Elle était là encore hier. Vous n'avez pas de chance. Elle n'est pas dans un bon jour aujourd'hui. Elle a été violente avec l'infirmière. Merci, ça va aller. Bonjour, Mamoun. Ça va? J'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que vous me voulez? Colette, je vais partir. Je suis venue pour te dire au revoir. Je t'abandonne pas, tu sais. Je continuerai à veiller sur toi. Je te promets que je reviendrai te voir. Moi aussi, je veux partir d'ici. Je vous en prie, madame, emmenez-moi avec vous. Elle m'a dit qu'elle quittait Bordeaux. Elle m'a laissé une provision d'argent pour faire face aux frais de Madame Marchand. Et elle devait m'en envoyer régulièrement, par virement. Vous savez si elle avait un lien de parenté avec Madame Marchand? Non, pas exactement, mais... Non, mais elles étaient très proches, toutes les deux. Madame Marchand n'a jamais eu d'enfant, elle n'a jamais été mariée. Ah, par contre, je sais qu'elle a vécu longtemps avec un homme qui est décédé il y a quelques années. Alors c'est peut-être lui, le lien avec Sonia Villers. Il s'appelait comment? Ça, je ne sais pas, mais avec l'adresse de l'ancien domicile de Madame Marchand, vous devriez le retrouver. C'était où? Alors moi, je sais qu'ils y ont habité ensemble jusqu'au décès de ce monsieur. Merci, monsieur. Merci. Sonia attendait que Madame Marchand soit prise dans cette institution. C'est pour ça qu'elle est restée à Bordeaux. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été assassinée. Oui, Luc. On cherche l'identité d'un homme qui a vécu avec Colette Marchand, alors moi. C'était sans doute le père de notre victime. À toi de jouer.
Merci, Manon. On m'a dit donc, mais tu dessines très bien, tu sais. Manon est sortie sous mutisme, mais elle est en plein déni. Elle a du mal à admettre que sa mère est morte. Regardez, elle l'a pas représentée sur le dessin. Cette grande forme noire, c'est quoi? Elle dit que c'est son institutrice, et le petit personnage là qui essaie de sortir dans le coin, je dirais que c'est elle, Manon. Pourquoi est-ce qu'elle s'enfuit? Elle vous a dit quelque chose? Non. Mais ce qui est très clair, c'est que son institutrice est très importante pour elle. Et en même temps, Manon essaie de fuir. Elle est déchirée intérieurement. Faudra qu'elle soit suivie. Hein. Les services sociaux sont prêts à la récupérer. Mais Madame Courbet, son institutrice, m'a proposé de la prendre chez elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Mais bon, elle n'a pas une amie ici à l'école dont les parents pourraient la prendre quelques jours chez eux? Bah si. Pourquoi ne pas demander aux parents de Lily? Moi, personnellement, je préfère une personne habilitée comme Madame Courbet. Et qui la connaît bien, en plus. Bon, comme vous voulez. Le temps qu'on en sache un peu plus sur sa famille. Manon, ça te ferait plaisir d'aller habiter quelques jours chez ta maîtresse, Madame Courbet? Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Adjudant-chef Klarinski, j'enquête sur la mort de Madame Villers. Lily était très amie avec Manon, n'est-ce pas? Oui. Vous avez sans doute eu l'occasion de parler avec sa mère. La maman de Manon était gentille, mais elle n'est pas très liante. Pas du genre de s'attarder à bavarder. Toujours un peu sur le qui-vive, vous voyez. La seule fois où on a discuté, c'était il y a 2 semaines. Elle voulait me parler de la maîtresse. Ça lui aurait pas fait plaisir de voir partir sa fille avec elle. Vous parlez de Madame Courbet? Elle a pourtant l'air d'avoir de très bons rapports avec Manon. Mais justement, elle s'en occupe beaucoup et je crois que la maman de Manon était un peu jalouse. Elle disait qu'elle en faisait trop, qu'elle lâchait pas Manon, qu'elle envahissait leur vie et que c'était pas normal. T'attaches. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Vous savez, ce genre de choses, c'est difficile de juger. C'est vrai que Madame Courbet a parfois des chouchous, auxquels elle consacre un peu plus de temps. Mais c'est une excellente institutrice. La maman de Manon a réagi comment quand vous lui avez dit ça? Elle était vraiment très remontée. Elle m'a dit que c'était insupportable, qu'elle allait se plaindre à la directrice. Je sais qu'elle l'a fait, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de suite. Pierre d'Ambricourt, décédé en 2003. D'Ambricourt. C'est lui le compagnon de Colette Marchand? Ouais. Exact. Une fille, 35 ans, domiciliée à Nice, mère d'une petite Manon, née de père inconnu. Bravo Luc, tu as fait vite. C'est pas tout. Sophie d'Ambricourt était recherchée par la SRPJ des Alpes-Maritimes. Je viens de recevoir une copie du rapport de police. Sophie d'Ambricourt était citée à comparaître comme témoin à charge dans une affaire de blanchiment d'argent. Témoin à charge? Elle était mêlée à un trafic? Non, pas exactement. Elle travaillait dans un palace et un client lui a proposé de servir d'interprète avec des Japonais. À la fin de l'entrevue, elle a surpris une conversation qu'elle aurait jamais dû entendre. Le juge qui s'occupait de l'affaire lui a demandé de témoigner, mais elle a refusé. Elle a dû être menacée de mort. Du coup, pour l'obliger à parler, le juge a décidé de la boucler pour complicité. Elle s'est retrouvée coincée, bien sûr. Elle a eu peur pour sa fille, alors elle a préféré disparaître. En tout cas, elle en savait suffisamment pour faire tomber beaucoup de monde. Et les gens qui voulaient l'empêcher de parler lui ont sans doute fourni ses faux papiers. Mais finalement, il l'aurait exécutée pour s'assurer de son silence. Oui. Il est là? Ok, vous l'interceptez, vous le ramenez ici. Éric Zaguri s'est présenté à l'embarquement du vol pour Paris. Vous m'aviez pas signalé que Sonia Villers s'était plainte de l'institutrice de sa fille? Je n'ai pas jugé ça important. Quel rapport avec sa mort? Qu'est-ce qu'elle lui reprochait précisément? De trop bien s'en occuper. Vous savez, Valérie Courbet s'est beaucoup investie pour aider Manon à récupérer le niveau de sa classe. Et elle a réussi, parce que la petite est maintenant parmi les meilleures.
Mais sa mère n'a pas apprécié que la petite s'attache à quelqu'un d'autre. C'est très banal et c'est souvent le cas des mères défaillantes. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle était défaillante? Écoutez, on n'accepte pas des horaires de nuit quand on a un enfant de cet âge. On ne fait pas forcément ce qu'on veut, madame, quand on élève un enfant seul. Mais bien sûr. Écoutez, moi je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages. La grande majorité des parents apprécient énormément Valérie Courbet. Elle a des résultats excellents et un très bon rapport pédagogique. Elle enseigne chez vous depuis combien de temps? 2 ans. À 2 ans? Oui. Donc c'est très récent. Elle était où auparavant? À Gradignan. Cette mutation en fin de carrière, vous savez pourquoi? Je sais pas au juste, un problème avec des parents. Un problème? Oui. Comme avec la mère de Manon? Vous savez, les parents sont parfois bizarres. Il faut toujours qu'ils se plaignent. Pour moi, Valérie Courbet est une femme très dévouée et très compétente. Je vais avoir besoin de consulter son dossier, madame. D'accord. Éric Zaguri, le type qui cherchait Sonia à l'hôtel. Enfin, Sophie. Manon était prise en charge par son institutrice. Mais bon, je suis pas vraiment rassurée. La mère était en conflit avec cette femme. Pour quelle raison? Elle accusait de manipuler sa fille pour gagner son affection. C'est pas bien grave, ça. Enfin, sauf que j'ai consulté le dossier de l'institutrice et il y a déjà eu plusieurs plaintes. Pour les mêmes raisons. Ça ne concerne pas vraiment, ça. Quoi, c'est des problèmes de bonne femme, c'est ça? Je veux bien, mon capitaine, mais pour moi, il y a peut-être un mobile. Valérie Courbet a quand même emmené cette fille chez elle. Si vous pensez que vous allez dans la bonne direction, poursuivez. Ah, pendant la perquisition, la gardienne m'a dit que Sophie voulait plus se séparer de Manon le soir. Et du coup, ça disputait pas mal toutes les deux à ce sujet. Ouais, j'ai l'impression que la mère de Manon voulait pas que sa fille passe du temps avec son institutrice en dehors de l'école. Et c'est pour ça qu'elle l'a emmenée dormir à l'hôtel quand elle travaillait. Et toi, tu crois que cette histoire a un rapport avec le meurtre? J'en sais rien. Mais j'ai quand même envie de creuser. Sophie avait l'air d'être une femme bien et se méfiait de cette institutrice, il y a sûrement une raison. On peut pas laisser la petite sous sa responsabilité sans vérifier. Décidément, cette petite n'a plus grand monde pour veiller sur elle. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Une autre mère a déposé plainte contre Valérie Courbet l'année dernière. L'affaire a été étouffée, ils ont emménagé à 60 km d'ici. Je sais qu'il est tard, mais j'ai quand même envie d'aller interroger cette femme. Tu veux bien venir avec moi? Ok, on va tout de suite. Je peux savoir ce que je fais là? Désolé, monsieur Zaguri, mais vous avez quitté précipitamment votre chambre au Saint James en pleine nuit. On peut savoir pourquoi? Je dormais plus. Et j'avais des rendez-vous très tôt le lendemain. Hier au Saint James, vous avez cherché à rentrer en contact avec une jeune femme nommée Sophie. C'est elle, n'est-ce pas? Sophie Nobricourt. Oui. Et alors? Vous l'avez connue où, monsieur Zaguri? À Paris, il y a 10 ans. Elle travaillait à la réception d'un hôtel où je donnais tous mes rendez-vous d'affaires. Et puis là, dans les couloirs du Saint James, j'ai cru la reconnaître de loin habillée en serveuse. J'étais pas sûr, elle avait changé de couleur de cheveux. Et il y a 10 ans, quel était le genre de vos relations avec elle? Ça a été le coup de foudre. Mais j'étais marié à l'époque. Elle croyait que j'allais quitter ma femme, mais elle m'avait même présenté son père et sa belle-mère. Monsieur Zaguri, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous et Sophie? Elle a compris que j'étais pas prêt à divorcer. J'avais un petit garçon, vous comprenez, je voulais pas en être séparé. Alors elle a pas eu la patience d'attendre. Alors du jour au lendemain, elle a disparu comme ça. Je l'ai cherchée partout, j'ai cru que j'allais devenir fou. Et au bout de 10 ans, comme ça, brusquement, vous avez décidé de reprendre contact avec elle? Mais pas du tout. Je vous ai dit que c'était un hasard. C'est la première fois que je descends dans cet hôtel à Bordeaux. Quand je l'ai revu, ça m'a fait un choc. Vous pouvez pas imaginer, c'était comme un rêve. Et vous l'avez attirée dans votre chambre? J'étais surpris de la voir. Une fille comme elle travaille au room service. J'ai commandé à boire. Bonjour, Eric. Tu savais que c'était moi? Oui. Ma collègue m'a prévenue et je me suis renseignée. Chambre 14, Eric Zaguri. C'est fou de te retrouver ici comme ça. T'es toujours aussi belle. Mais enfin bon, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Mais j'ai du travail. On peut se retrouver, si tu veux, en cuisine vers 1h du matin. C'est calme, on pourra parler. Il y a une chose qu'il faudrait que tu saches. J'ai à peine de te retrouver et tu veux déjà t'enfuir. Tu sais, j'ai jamais pu t'oublier, Sophie. Pourquoi t'as disparu comme ça?
J'étais jeune. Et puis je venais d'apprendre une nouvelle qui a totalement changé ma vie. C'est de ça dont je voudrais te parler. S'il devait m'arriver quelque chose, je voudrais pouvoir compter sur toi. T'es arrivé quelque chose? Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Je t'en parlerai tout à l'heure. Plutôt, je te montrerai. D'accord? À 1h du matin, je suis descendu pour lui parler. Et je l'ai trouvé là, comme ça. Baignant dans son sang. J'étais désespéré. J'ai eu peur qu'on m'accuse, alors je suis remonté dans ma chambre et j'ai filé. Monsieur Zaguri, vous pouvez prouver que vous étiez dans votre chambre entre 23h et 1h? Je peux vous poser une question? Allez-y. Ce que vous voulez me dire, c'est qu'elle avait eu un enfant, c'est ça? Elle s'appelle Manon. Tout a commencé par des cours particuliers que Madame Courbet donnait à Jessica. Ma fille n'est pas très appliquée en classe et au début, j'étais ravie. Elle l'emmenait chez elle après la classe et la ramenait ensuite. Et puis c'est devenu tous les jours. Et j'ai commencé à trouver que c'était trop. Jessica n'avait plus le temps de voir ses amis. Madame Courbet l'isolait progressivement, c'est ça? Ouais. Et un mercredi, ma fille a prétendu qu'elle avait une sortie à la dune du Pilat. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de sortie. En fait, Madame Courbet voulait passer la journée en tête-à-tête avec ma fille. Et Jessica, vous l'avez cachée? Madame Courbet l'a manipulée. Elle l'a poussée à m'affronter sous prétexte que j'étais jalouse. Et à la maison, Jessica est devenue impossible. Mon mari et moi, on a dû se mettre à fouiller dans ses affaires et on a trouvé des mots que Madame Courbet lui faisait passer pendant la classe. Comment ça, des mots? Des déclarations incroyables. Du style tu es la plus belle, tu es une princesse, je t'aimerai toujours. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai interdit à Jessica de la voir en dehors de l'école. Elle a fait une crise de nerfs incroyable. Elle hurlait que je la séparais de la seule personne qui la comprenait, que Madame Courbet l'aimait mieux que moi et que je devais la laisser tranquille. Mais ma fille n'allait pas bien. Elle a même essayé de fuguer. Elle était déchirée entre son attirance pour cette femme et l'envie de se débarrasser de son influence. J'imagine que vous avez prévenu la directrice. Bien sûr, mais elle a minimisé. Alors je suis allée à la brigade des mineurs. Et pour agir, il fallait le témoignage de Jessica. Ma fille refusait d'y aller. Alors vous avez déménagé, vous l'avez changé d'école? Ma fille nous en a voulu pendant des mois. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Des institutrices qui s'attachent à des fillettes. Une sorte de captation, jusqu'à mettre l'enfant complètement sous influence. Si les parents sont pas vigilants, c'est une catastrophe. Faut envoyer des mots pareils à une enfant de 9 ans, c'est complètement insensé. On s'est pas rendu compte qu'elle dépassait les bornes, elle est malade. Visiblement, elle a perdu le sens des réalités. Quand je pense que Manon est seule avec cette femme, j'aurais jamais dû la laisser partir avec elle. J'appelle Guevara. Il faut intervenir, mon capitaine. Écoutez, je comprends, Claire, mais on peut rien faire ce soir. Il est trop tard. On peut au moins s'assurer que l'institutrice est toujours chez elle. Elle et qu'elle va pas en profiter pour enlever la petite. Moi, je pense qu'il faut envoyer un groupe de surveillance là-bas. Elle a raison, on prend pas de risque, il faut planquer devant chez elle. Je convoque le psy pour évaluer la situation. Ok, on arrive. J'ai demandé au docteur Geller de nous dresser le profil psychologique de Madame Courbet. Ça va nous aider à élaborer une stratégie. Docteur, on vous écoute. Quel est le profil de cette femme? Je pense que nous sommes en présence d'une personnalité perverse qui a besoin, pour se sentir exister, d'envahir psychiquement une enfant, de la soumettre à son emprise. Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait? Difficile à dire. Ce genre de personne est inaccessible à la culpabilité et au remords.
peu lui importe que sa proie souffre, du moment qu'elle-même y trouve du plaisir. Est-ce que vous pensez que Manon est en danger? Oui, si la petite lui résiste, Madame Courbet peut très bien la tuer pour lui éviter de souffrir. C'est ce que nous appelons un meurtre altruiste. Et si on intervient pour l'enlever? Le risque est le même. En fait, quelle que soit la situation, si Madame Courbet est en phase délirante, la petite risque le pire. Capitaine. Colonel. Je vous présente le commandant Jean Blin, de la SRPJ. Le juge leur a confié l'affaire d'Ambricourt. Il vient récupérer le dossier. Capitaine, Nice avait perdu les traces de cette femme depuis longtemps. Je vous félicite de l'avoir identifiée aussi rapidement. Malheureusement, on dirait qu'elle a été rattrapée par les types qui la menaçaient. Je crois pas, non. On est sur une autre piste très sérieuse, mais qui n'a absolument rien à voir avec votre dossier. Merci, capitaine. J'en prends note. Mais ça n'est plus votre affaire. On peut pas laisser tomber, commandant. La fille de Sophie d'Ambricourt est sans doute en danger. Vous voulez dire que le type qui a tué sa mère pourrait s'en prendre à la petite? Commandant, on vient de vous dire que ça n'avait rien à voir. C'est une malade qui a tué Sophie d'Ambricourt. Bernier. On vous remercie. Et Lara? Oui. Le dossier d'Ambricourt, je vous prie. Merci, Guimara. Merci. Et encore bravo. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fonce chez Valérie Courbet. Allez. Alors? L'institutrice n'a pas bougé de chez elle, mon capitaine. D'accord. Et la petite, vous l'avez vue, elle va bien? Pour l'instant, oui. Mes collègues sont dans le jardin et ils surveillent ce qui se passe dans la maison. Ok, on y va. Vous voulez intervenir maintenant? On n'attend pas 6 h du matin? Si la petite est morte demain matin, tu fais quoi? Tu rentres chez toi, t'embrasses tes gamins avant qu'ils partent à l'école? Martin, ça suffit. On n'intervient que si on juge que la petite est en danger, d'accord? Allez. La femme est dans la cuisine. Elle est où, Manon? La petite s'est endormie à table. La femme la porte à l'étage. Dans cette chambre. Elle vient de redescendre. Tenez, on a posé micro et caméra sous les fenêtres. Vous avez vu les médicaments? Il y a des somnifères. Tu crois qu'elle en a donné à Manon? Ouais. C'est pas bon signe. Je vais repérer les voies d'accès. Ok? Elle est montée à l'étage. Elle doit être avec Manon. Qu'est-ce qu'elle fait, mon capitaine? Vous entendez la petite? Non. Je vais aller voir. Je crois qu'elle va bien dormir. Il y a l'instit qui parle. On va faire un grand voyage toutes les deux ensemble. On se quittera plus jamais. Mais elle est dingue, elle va la tuer. On y va. Pour toi, ma petite lumière. Non, mais laissez-moi, les amours, vous n'avez pas le droit. Non, Manon, Manon, lâchez-moi, lâchez-moi, Manon. On se calme. Manon, non, Manon, lâchez-moi, lâchez-moi, Manon. Manon, non, Manon, elle est Allez, à on se relève moi. maintenant. Elle est à moi. On se relève.
voulait quitter le pays. Elle avait prévenu personne. Même pas la directrice. Je pouvais pas la laisser faire. Comment vous avez appris que la mère de Manon allait partir? C'est Manon qui me l'a dit. Elle m'a appelé avec un téléphone de l'hôtel. Vers 22h. Ça m'a rendue folle. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le droit d'emmener Manon loin. C'est Manon qui vous a dit qu'on partait? Elle a besoin de moi. Je vous laisserai pas nous séparer. C'est ma fille, vous n'avez aucun droit sur elle. Alors calmez-vous. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes complètement folle, j'appelle la sécurité. Manon, vous la verrez plus jamais. Ça vous croyez? Manon. J'étais incapable de l'élever correctement. Bonjour Manon. Je m'appelle Eric. Et j'aimais énormément ta maman. Je sais que sans doute elle t'a jamais parlé de moi. Mais on s'était retrouvés et elle voulait qu'on fasse connaissance, toi et moi. On a plein de choses à se raconter. J'aimerais bien t'inviter chez moi. J'ai un grand garçon de 14 ans et je suis sûr qu'il t'aimera beaucoup. Tu habites où? À Paris. Ça te dirait de venir nous voir? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Bien sûr. Bah, si tu veux, je te téléphone et tu me diras ce que t'as décidé. D'accord. Tu viens avec moi, Manon? Excusez-moi, monsieur. Tu vas nous manquer, Isabelle. Tu reviendras nous voir? Oui, j'aurais besoin d'un taxi pour la gare d'Arcachon. À 19h. 25 rue de la Plage. Merci. Bon, bah, faut que j'y aille. Je dois fermer la maison. Ouais, bonne chance. Tu prends soin de toi? Oui. Alors? On a découvert un cadavre. Une femme, coincée dans l'écluse. C'est par là. Entraînée par le courant? Oui. Elle a été jetée beaucoup plus loin. À part ses vêtements, on n'a rien trouvé sur elle qui permette de l'identifier. Ni papier, ni permis, ni carte. Ça donne quoi?
On a trouvé le corps enveloppé dans des sacs poubelles. 2 sacs de 100 litres, hyper résistants. Et la mort remonte à quand? A priori, plusieurs semaines. Comme tu peux le voir, les plaies sont très profondes. Ouais. Et quand on aura son ADN, on croisera avec le fichier des personnes signalées disparues. En tout cas, c'était une femme qui prenait soin de son apparence. Ah oui, ça, elle avait toute la panoplie. Extension capillaire, prothèse mammaire, ongles manucurés. Elle était coquette. Si c'est en France qu'elle a fait cette chirurgie esthétique, on doit pouvoir retrouver son identité avec le numéro des implants mammaires. Faut aussi retrouver les salons de coiffure de la région qui posent des extensions. Martin? Oui. Autre chose. J'ai remarqué des cicatrices dans le pli de la cuisse. On verra ça de plus près à l'autopsie, mais franchement, c'est très curieux. C'est quoi la surprise? Voilà. Et là? Tu vois rien à l'œil nu parce que c'est très bien fait. Il y a un utérus, mais il a été fabriqué. Il n'y a pas d'ovaire. La victime a été opérée. Elle a changé de sexe. Avant, c'était un homme. Isabelle Marnet, 34 ans, traumatisme crânien. Son corps a été jeté à l'eau dans un endroit indéterminé. Le courant l'a emporté jusqu'à l'écluse de Lavardac. Ici, c'est Guillaume Marnet, 31 ans. Isabelle et Guillaume sont la même personne. Entre-temps, il y a eu l'opération pour changer de sexe. On l'a identifié en recoupant les changements d'état civil enregistrés depuis 5 ans et la pose d'extraction capillaire effectuée dans la région. C'est impressionnant comme changement. On dirait plus la même personne. Isabelle Marnet dirigeait un institut spa à Arcachon avec une associée, Léa Mongeau. J'ai contacté la famille. Sa mère est morte il y a 2 ans, il ne lui reste plus que sa sœur, Joséphine Marnet-Gerfaux. Mariée, sans enfant. Elle vit à Bayonne, elle est en route. La victime a été tuée par un objet métallique. Dans la blessure, on a retrouvé des résidus végétaux qui proviennent de rosiers grimpants. On a également trouvé des traces de sulfate utilisées pour détruire les parasites. On ne sait pas, elle a peut-être été tuée dans un jardin. Et les sacs poubelles dans lesquels on a retrouvé le corps? C'est une marque très banale, vendue dans n'importe quelle grande surface. C'est tout à fait le genre de sac qu'on utilise pour les déménagements ou pour évacuer les déchets de jardinage. D'après ses relevés bancaires et téléphoniques, pas d'appel et pas de retrait effectué après le 31 mars. À qui a-t-elle passé son dernier coup de fil? À 17h30, elle a appelé un taxi pour aller à la gare à 19h. Quand le taxi est venu à l'adresse indiquée, il n'y avait personne. De plus, les volets et les portes de la maison étaient fermées. Elle serait donc morte le 31 mars entre 17h30 et 19h. C'était il y a 2 semaines. Pourquoi aucun proche d'Isabelle Marnet n'a signalé sa disparition? Est-ce que sa mort est liée à son changement d'identité? Léa Mongeau, vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Le 31 mars, le jour de son départ. Elle était venue me dire au revoir avant de fermer sa maison. Vous étiez associés depuis combien de temps? 2 ans. Mais on se connaissait depuis longtemps. Votre affaire a l'air de bien marcher. Alors pourquoi Isabelle est partie? Vous ne vous entendiez plus? Non, c'est pas ça. En fait, elle avait rencontré quelqu'un. Qui c'est? Il donne des cours de tennis au Cap Ferret. C'est là que j'ai rencontré le mois dernier. Écoute, Léa. Avec Nicolas, c'est une vraie histoire, comme j'en rêvais. Et alors? Alors il part à Cannes. Il a décroché un job dans un club là-bas. Et je crois que je vais le suivre. Mais tu le connais à peine. Ça me suffit pour savoir que je tiens à lui. Et lui? Il m'accepte comme je suis. T'es vraiment sûre? Tu lui as tout raconté? Bien sûr. Avec lui, je vais pouvoir enfin tout effacer et repartir à zéro.
voulait effacer le fait d'avoir été un homme, c'est ça? Vous saviez qu'Isabelle avait changé de sexe? Oui, bien sûr. Avant de revenir dans la région, elle s'appelait Guillaume. Et il était masseur dans un club de sport à Paris. Vous vous êtes rencontrés comment? Dans l'institut où je travaillais comme comptable à Bordeaux. On s'est tout de suite bien entendu. Alors je lui ai proposé qu'on monte une affaire ensemble. Et brusquement, elle vous a laissé tomber. Qu'est-ce que vous voulez? Elle en était folle de son Nicolas. Elle a trouvé un job sur la côte et en un mois, elle a tout largué. Ce Nicolas, le petit ami d'Isabelle, vous savez où on peut le joindre? Isabelle m'avait laissé ses coordonnées à Cannes. Je pensais qu'ils vivaient ensemble, non? C'est bizarre qu'il soit pas manifesté après sa disparition. Je connais même pas son nom de famille. Luc, on cherche un certain Nicolas. Il était prof de tennis au Café Ray il y a encore 2 mois. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 31 mars entre 17h30 et 19h? J'avais rendez-vous chez le dentiste. Isabelle était venue récupérer ses dernières affaires et j'ai dû partir vers 17h. J'ai quitté le cabinet dentaire vers 18h30. Excusez-moi, Isabelle avait un ordinateur personnel? Non. Elle utilisait celui de l'Institut. Quoi? J'aimerais consulter ses mails. Oui, allez-y, c'est là. Elle avait déménagé, mais on savait qu'elle allait revenir nous voir. Mais là, c'est super dur. Vous vous souvenez à quelle heure elle est partie le dernier jour? Pas exactement. C'était juste après Léa, il devait être 6 heures. C'était quel genre de femme, Isabelle? Tous les clients l'adoraient. Hommes, femmes, pareil. Isabelle, encore une fois, vous avez fait des miracles. Je me sens si bien quand je sors de chez vous. C'est une telle détente, on oublie tout. Eh ben, c'est le but. Vous allez nous manquer? C'est gentil. Je vous raccompagne. C'est vrai que ça fait rendre les gens heureux. C'est pas seulement la manière dont elle massait, c'est aussi ce qu'elle était. Sa manière d'écouter les gens avec son cœur. On avait l'impression qu'elle comprenait tout. Et Madame Mongeau, son associée, ça n'a pas dû être facile pour elle de la voir partir. Non, ça c'est sûr. Mais je crois qu'Isabelle étouffait ici. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de bouger, Isabelle, de vivre. Comme si le temps lui manquait. Isabelle avait effacé tous ses emails. Elle a juste conservé cette photo. Elle l'a sauvegardée sur le bureau, sans doute après avoir trouvé ses derniers messages. On dirait la région parisienne. C'est quoi cette maison? Je sais pas, mais quand Isabelle l'a vue, elle a eu l'air surprise. Et contente aussi. Elle vous a expliqué pourquoi? Ah non. Elle m'a dit qu'elle m'expliquerait plus tard, mais que un nuage qui pesait sur elle allait peut-être s'éloigner. Ça m'a paru bizarre. Bon, j'ai appelé un technicien pour qu'il vienne copier le disque dur. Il faut identifier la personne qui a envoyé cette photo. Ça a peut-être un lien avec sa mort. Oui, Luc. Déjà? Bah, tu vois quand tu veux. Mais c'est tout près d'ici. Ok, merci, bon boulot. Nicolas, le petit ami d'Isabelle. Il habite pas à Cannes, il semblerait même qu'il y soit jamais allé. Il est prof de tennis au Pilat. C'est à 3 km d'ici, ça? Je devais récupérer les clés. Le 31 mars, je suis passée vers 20h. J'ai trouvé la maison fermée, rideau baissé, avec les clés dans la boîte aux lettres, comme convenu. Martin, tu viens voir 2 secondes? Permettez. Oui. Regarde ça. Je viens de trouver des traces de sang juste là sur le carrelage. Et j'ai l'impression qu'elles ont été nettoyées il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, on peut pas savoir si ça date du 31 mars. Ah non. Ça, impossible d'être aussi précis. Je sais, ce serait trop beau. Et on a aussi relevé des cheveux bruns pris dans un fragment d'ongle. Ils étaient entre les coussins du canapé. Du sang, des cheveux, un ongle cassé. Il y a eu bagarre. On dirait. Avec un peu de chance, on a trouvé la scène de crime.
Alors? L'enquête de voisinage n'a pas donné grand-chose. Isabelle Marnet avait peu de contact avec les voisins. Elle ne recevait pratiquement aucune visite, sauf récemment. Madame Dumas loge en face. Elle a remarqué des allées et venues. 2-3 voitures et une camionnette qui sont entrées dans le jardin. C'était juste avant qu'Isabelle Marnet déménage. Merci, Marc. Madame Dumas? Oui? Major Bernier, section de recherche. Vous pourriez me décrire les gens qui sont venus chez Isabelle Marnet ainsi que leur véhicule? Oui, bien sûr. Luc, les week-ends du 18 et 26 mars, Isabelle a reçu des visites inhabituelles. Il faut savoir pourquoi. Oui, regarde son relevé d'appel. Il faut identifier et interroger tous ceux qui l'ont joint de ces jours-là. Et si elle a un ordinateur, fouine dans le disque dur. Tiens. Nadia? Ouais. T'as vu le sac poubelle? C'est exactement les mêmes qui ont servi à envelopper le cœur d'Isabelle. Oui, j'ai remarqué. Tel que je te connais, t'es en train de penser aux résidus végétaux qu'on a retrouvés dans la plaie. C'est peut-être avec un de ces outils qu'on a tué Isabelle. Bon, allez, j'embarque tout ça au labo. Ah, de toute façon, c'est pas dans le garage qu'elle a été tuée. Il n'y a aucune trace de sang, nulle part. Ouais, Louis, on reprend. Toujours en mouvement, jamais statique. Hein, tu sautilles. Allez, suis la balle des yeux. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Et Isabelle disait qu'elle allait me rejoindre. C'est n'importe quoi. Il n'en a jamais été question. Jamais. Pourquoi est-ce qu'elle a raconté ça à son associé? Ce que je sais, moi. C'est vrai qu'on a eu une aventure ensemble. J'ai toujours été très clair avec elle. Si on s'installait dans le sud, sur la côte, tous les deux, il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas et il y a soleil et la clientèle toute l'année. Je dis ça. Je te trouve super belle, je m'entends bien avec toi, mais voilà quoi, j'ai jamais imaginé vivre avec toi. Excuse-moi, j'ai essayé d'être sincère. Attends, mais c'est pas un problème avec toi, c'est que voilà quoi. Si moi vivre en couple, c'est pas mon truc quoi. C'est parce que je suis pas une vraie femme, c'est ça? Je crois que c'est elle qui avait raison. J'y peux rien, mais j'arrivais pas à assumer. Elle était un homme avant? Oui. Moi, ça me gênait pas, mais j'imaginais que quelqu'un apprenne. Quelqu'un de ma famille, un pote. Vous faisiez quoi le 31 mars en fin de journée? J'étais avec une copine. On a passé la journée ensemble. Et la nuit aussi. On va vérifier ça. Merci. S'il a pas menti, pourquoi elle a raconté un truc pareil à son associé? Elle voulait quitter la région? Elle voulait ou elle devait? Cette fille, Isabelle Marnet, elle a vraiment tout cet attirail chez elle? Ben oui, en plus d'avoir des doigts de fée, elle avait la main verte. Et l'un de ses outils serait l'arme du crime. Oui, on ça. Alors comment on s'y retrouve? Parce que moi je connais pas le nom de ces trucs là. Et c'est très simple. Ça, par exemple, c'est une fourche à fleurs. Idéale pour faire respirer la terre, piquer, replanter. Et ça? Ça, c'est une serfouette. Aère, bine, sarcle et miettes. Ça, c'est un sillonneur avec des socs réglables et interchangeables. Et ça? Ça, vous connaissez aussi ça? Ratissoir, avec des doubles branches pour protéger les plants. Vous avez vécu dans une ferme, non? Tu connais Internet? Oui. Ah. Eh ben, j'ai bossé toute la nuit. Voilà, je potasse mes sujets, moi, mon petit. Hein. T'as du nouveau? Pas de traces de sang sur les outils de jardin qu'on a récupérés dans le garage d'Isabelle. Ça, je suis formelle, aucun n'a servi à la tuer. Mais les sacs poubelles qui enveloppaient son cadavre provenaient de chez elle. Donc elle a bien été tuée à son domicile, dans le salon, là où il y avait du sang. Mais avec quoi? Le meurtrier a dû se débarrasser de l'arme après s'en être servi. Ah bah, si c'était un outil de jardin, franchement, on se demande ce qu'il faisait dans le salon.
Continue. Ah, capitaine? Ouais. Allez voir. J'ai trouvé un message plutôt étrange dans les mails perso de la victime. Il accompagnait cette photo. Pourquoi tu t'intéresses tellement à cette maison? C'est qui cette bonne femme? En tout cas, elle vit de ses rentes depuis plusieurs années avec son mari. L'expéditeur? Une certaine Chloé Delorme. Et j'ai pu constater qu'Isabelle l'a appelé de son portable le 18 mars. 18 mars? Mais c'est un des samedis où Isabelle a reçu des visiteurs. Il y a peut-être un lien? Ah, Claire, Mathilde, on a trouvé ça dans le disque dur de l'Institut. Ouais, quand elle a lu ce message et qu'elle a vu cette photo, Isabelle a parlé d'une menace qui s'éloignait d'elle. Bon, en tout cas, il faut interroger cette Chloé Delorme. J'ai contacté l'opérateur téléphonique. Elle est domiciliée à Paris, mais son portable est coupé depuis une semaine. Et si le départ d'Isabelle était lié au message de cette femme? On aurait cherché à la faire disparaître elle aussi. Major? Ouais. Regardez. Isabelle a vendu des objets sur Internet. Sûrement des choses dont elle n'avait plus l'utilité pour partir sur la côte. Un salon de jardin, une armoire ancienne, une tondeuse. Oui, elle est venue le week-end chez Isabelle avant son départ, c'est ça? Les clients sont venus chercher les objets qu'ils avaient réservés sur le net. T'as les noms des personnes, j'imagine? Ouais, j'ai contacté le serveur. Le jour de son départ, il restait encore un tailleur électrique en vente sur Internet. Pas de taille et dans le garage d'Isabelle quand on arrive avec Nadia. On va vérifier dans les affaires qu'elle a amenées à Cannes, mais je vois pas l'intérêt d'un tailleur électrique dans un petit studio. La forme de la lame ressemble à la blessure. C'est l'arme du crime. Le meurtrier l'a emporté. Vous pensez que le meurtrier d'Isabelle peut être un acheteur d'Internet? Je sais pas, en tout cas, ils ont pu être témoins de quelque chose. Ils sont 4. 3 femmes, un homme. Tu les contactes très vite, tu me tiens au courant. Bonjour, je suis Joséphine Marnet-Gerfaux. Je dois voir le capitaine Guémara. Vous étiez la seule famille d'Isabelle Marnet? J'ai toujours eu du mal à l'appeler Isabelle. Pour moi, c'était resté Guillaume. On se voyait plus trop depuis 3-4 ans. Vous voulez dire depuis son opération? C'est vrai que j'ai eu du mal à l'accepter. Pourtant, j'y étais préparée. Guillaume a toujours été différent. Depuis qu'on est enfant, nos rapports sont difficiles. Ma mère y était pour beaucoup. Tu me trouves belle? Arrête, t'as pas le droit de prendre ça, maman veut pas qu'on y touche. C'est trop beau. Pousse-toi, je me vois plus. Ça fait 2 heures que tu te regardes, c'est un moment. Je vais le dire à maman, elle va te punir. L'autre jour, quand je l'ai prise, elle m'a pris dessus. T'es qu'une vraie porteuse. De toute façon, t'es un garçon, toi. T'as qu'à mettre les affaires à papa. J'ai pas envie, c'est pas drôle. Donne-la-moi un peu. Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce qui se passe là encore, Joséphine? Tu embêtes encore ton frère? Non, c'est lui. D'abord, il a pris ta fourrure, il n'a pas le droit. Mais si, il a le droit. Viens, mon chéri. Viens. Tu t'inquiètes pas, d'accord? Tu as le droit de les prendre, les habits de maman. Maman lui passait tout. Il était si gentil. Si attentif. Si plein de charme. Vous lui en avez voulu d'avoir changé de sexe? J'ai fini par comprendre que pour lui, devenir une femme était vital. Alors pourquoi vous vous êtes éloignée? C'est après la mort de maman. Je lui ai caché la date de l'enterrement. Oui. Mon mari ne supportait pas l'idée que les gens constatent la transformation de Guillaume. Enfin, vous imaginez, dans un coin où tout le monde se connaît. Mon frère, Isabelle, ne me l'a jamais pardonné. Vous étiez où le 31 mars entre 17h30 et 19h? Le 31 mars, je pense que j'étais au séminaire à Angoulême. La réunion annuelle du groupe agroalimentaire pour lequel je travaille. Est-ce que vous savez si votre frère avait gardé des amis dans la région? Oui. Il y en a au moins une. Son ancienne compagne, avec qui il était quand il vivait en couple. Il avait une compagne? Oui, une fille extra. Il l'a rencontrée quand il est revenu s'installer dans la région. Elle l'adorait. C'est avec elle qu'il a monté l'Institut de beauté.
Léa Mongeau. Si Léa Mongeau nous a caché qu'elle avait une relation amoureuse avec son associé, c'est qu'elle a forcément quelque chose à se reprocher. Elle a pu être jalouse qu'Isabelle la quitte pour un mec, et elle l'a tué. Le morceau d'ongle et les cheveux que j'ai récupérés dans le canapé. Si ça se trouve, c'est Léa qui s'est bagarrée avec Isabelle au moment de partir. D'accord, mais alors pourquoi attendre le dernier moment pour s'expliquer? Ça faisait 1 mois qu'Isabelle avait annoncé son départ. Peut-être que sur le coup, elle a pas réalisé. C'est souvent au moment de se séparer de quelqu'un qu'on se rend compte à quel point on souffre. En tout cas, il y a un truc qui colle pas. Pourquoi Léa aurait tué Isabelle avec un outil de jardin? Elle l'a trouvé sur place, je vois pas autre chose. Dans ce cas-là, elle l'a pas tué dans le salon. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, il est trop tard pour intervenir ce soir. On perquisitionne chez Léa Mongeau demain matin à la 1re heure. D'accord? Alors, on en est où tous les deux? Pourquoi il faut vraiment savoir? Moi, j'aime bien être avec toi. Écoute, c'est un bon début. Mathilde, je vis au présent, je connais pas la suite. Là, tu vois, moi, je sens la fin. Mathilde. J'aime pas parler de ma relation avec Isabelle. Les gens comprennent pas. Puis de toute façon, on avait décidé de rien dire à cause de l'Institut. On tenait à notre réputation, puis dans les petites villes, les gens ont vite fait de vous le cataloguer. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, Léa? Que je l'aimais comme il était. Homme-femme, je m'en fichais. C'était quelqu'un de vraiment à part, vous savez. Son ambiguïté me dérangeait pas. Moi, les histoires de cul, ça n'a jamais été mon truc. J'étais heureuse avec lui, point. Alors quand il a voulu se faire repérer, j'ai décidé de l'accompagner. Je voulais pas le perdre. Ça n'a pas dû être facile pour vous d'assister à cette transformation. Non, c'était beau ce moment entre nous. Bien sûr, c'était douloureux physiquement pour Isabelle et pour moi, c'était un petit peu compliqué, surtout quand les psys lui retournaient la tête. Mais on était soudés. C'est après que c'est devenu très dur. Pourquoi? Isabelle est devenue une femme magnifique. Les hommes étaient fous d'elle. Voilà. Vous étiez jalouse? Elle voulait plus de moi. Elle voulait vivre une sexualité normale avec des hommes. Je me suis sentie flouée, bafouée. J'étais exclue de sa nouvelle vie. Mais je l'ai pas tuée. Léa, on a retrouvé des traces de bagarre chez Isabelle. Une poignée de ses cheveux arrachés, un ongle cassé. Cet ongle, c'est le vôtre, non? Vous savez très bien qu'avec les tests ADN, on va en avoir la preuve. Vous êtes retourné chez elle ce soir-là. Elle fermait la maison, vous vous êtes disputés, vous l'avez tuée. J'y suis allée, mais c'était la veille de son départ. Pourquoi tu m'as raconté cette histoire avec Nicolas? Pourquoi tu m'as menti? Je sais qu'il part pas avec toi. T'as encore lu mes mails? Oui, j'ai lu tes mails. J'ai épluché tes textos. En fait, il a jamais été question que tu t'installes avec. Tu t'es bien foutu de moi, hein. Écoute, Léa, j'ai pas envie qu'on se dispute. Tu veux me quitter? Puis t'oses pas me le dire en face, c'est ça? Au fond, t'es resté comme tous les hommes. Un lâche. Tu vas rejoindre qui? Encore à nouveau? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Où est-ce que tu pars? Où est-ce que tu pars? Réponds, bordel! Réponds! Hein? Ça va maintenant, lâche-moi! Lâche-moi! Excuse-moi, je t'ai fait mal. Excuse-moi. Je sais que je suis jalouse, mais je t'aime tant. Je supporte pas que tu me quittes. Comme ça, pour rien, pour personne. S'il te plaît. Elle serait revenue.
Je sais qu'elle serait revenue. Vous vous êtes battu et vous l'avez blessé. On a trouvé du sang sur le sol. Mais non, bien sûr que non. Je l'ai juste empoigné, je voulais pas lui faire de mal. Je l'aimais tellement. Je pense que Léa est sincère. Elle l'a pas tué. Elle est partie de chez le dentiste à 18h30. Et les clés ont été déposées dans sa boîte aux lettres à 20h. Le trajet pour se rendre chez Isabelle, la tuer, l'envelopper dans les sacs plastiques, la mettre dans son coffre et l'emporter, c'est beaucoup de choses pour une femme seule en si peu de temps. Comme la perquisition chez elle n'a rien donné et l'examen de sa voiture non plus, il nous reste la piste que tu suivais, Martin. Des acheteurs sur Internet. Le 18 mars, oui, effectivement, j'ai acheté des chaises longues à Isabelle Marnet, en compagnie d'une amie. Pourquoi? Elle a été assassinée. Assassinée? Chérie! Charles, mon mari. Jacques, un ami. Vous vous souvenez avoir vu un taille-haie parmi les objets qu'Isabelle Marnet avait mis en vente? Un taille-haie, oui. J'ai failli l'acheter et puis ça faisait un peu cher, alors... Il y avait aussi une petite armoire époque art déco et qui me plaisait beaucoup, mais elle était réservée par un brocanteur. Vous étiez où le 31 mars? Ben, je m'en souviens plus. Faites un effort. Ah oui, attendez, c'est le week-end où notre filleule est venue nous voir. Je crois qu'on est allé à la foire de Gujan. Vous croyez ou... Je vais peut-être vérifier sur mon agenda. Le barbecue, là, c'est râpé. Quand on cherchait à identifier le cadavre d'Isabelle Marnet, vous vous souvenez que j'avais lancé une recherche avec son ADN sur tous les fichiers personnes disparues, délinquants et crimes non élucidés. Bon, ça a pris un petit peu de temps. Et le résultat vient de tomber, c'est ça? Voilà. Et alors? Eh bien, il y a 7 ans, la police a trouvé les empreintes d'un inconnu sur le cadavre d'un type qui s'est fait tuer chez lui en région parisienne. Eh bien, il se trouve que ces empreintes appartiennent à Isabelle Marnet. Hervé Agopian, 56 ans. On l'a balancé par la fenêtre du 2e étage de sa villa au Vésinet, en banlieue parisienne. C'est sa femme de ménage, Alice Duprat, qui l'a retrouvé. Le coffre d'Agopian, bien que soigneusement fermé, avait été vidé. La veille encore, d'après le notaire, il contenait 500 000 € en liquide. Et à part le notaire, quelqu'un savait que ce coffre contenait autant d'argent? La police n'a pas pu le déterminer. Agopian mesurait 1m83 et pesait 84 kilos. La police a supposé que le meurtrier était forcément de sexe masculin. En fait, il fallait de la force pour le balancer par la fenêtre. Et à l'époque, Isabelle s'appelait encore Guillaume et vivait à Paris. Guillaume aurait tué Agopian et c'est pour ça qu'il serait revenu brusquement sur Bordeaux. Pour s'éloigner de l'enquête. Peu de temps après, il se fait opérer et monte son institut. La meilleure façon de disparaître. D'après Léa, c'est la mère d'Isabelle qui lui a donné de l'argent. On pouvait très bien supposer que cet argent qui a servi à payer son opération et son institut provenait justement du coffre d'Agopian. Cette Chloé Delorme, qui avait envoyé la photo de la maison à Isabelle juste avant qu'elle ne meure, elle habite à Paris. Elles ont dû se connaître là-bas. Et elle était peut-être impliquée dans l'affaire Agopian. Chloé Delorme est en vacances aux Antilles. C'est pour ça que son portable est fermé. Elle rentre demain. Bon, Claire et Mathilde, vous montez demain à Paris pour l'interroger dès la première heure, ok? Quant à toi, Martin, tu poursuis la piste des acheteurs sur Internet. Ça marche. C'est vous qui lui avez envoyé cette photo, c'est ça? Oui. Il y a environ un mois, Isabelle m'a appelée. Elle m'a donné l'adresse d'une maison à Bougival. Elle voulait que j'aille la voir, que je lui envoie une photo et que j'essaye de me renseigner sur la propriétaire, une certaine Madame Marcy. Vous vous souvenez du jour où elle vous a appelé? C'était un samedi. Attendez voir. Oui, le 18 mars. C'était plutôt étrange comme demande. Vous savez ce qu'elle avait derrière la tête? Aucune idée. Et vous ne lui avez envoyé la photo que le 30 mars? Oui, je pouvais pas y aller avant. Je préparais mes vacances aux Antilles.
Je viens juste de rentrer. Vous l'avez connu comment, Isabelle? C'était Guillaume, à l'époque. On travaillait dans un centre de balnéo, sur les champs, jusqu'à ce qu'il se fasse virer. Un client l'avait accusé de vol, parce qu'il refusait ses avances. Mais comme il avait un vrai talent pour le massage, les clients ont continué de le faire venir chez eux, à domicile. Ça se passait plutôt bien. C'était le cas d'Hervé Agopian? Je sais pas. C'est qui, cet Agopian? Il a été assassiné chez lui il y a 7 ans. On pense que Guillaume était lié au meurtre. Guillaume? Non. Non, ça c'est impossible. Réfléchissez. C'était il y a 7 ans. Le 29 avril, pour être plus précise. Il s'est rien passé de particulier à ce moment-là? Si, fin avril, Guillaume a quitté Paris brusquement. Il avait trouvé un boulot à Arcachon pour l'été. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Non, mais je peux pas croire à ce que vous me dites. Et après son départ, vous avez gardé des relations avec lui? On s'est donné des nouvelles régulièrement. On se voyait plus beaucoup. Vous avez l'adresse de Madame Marcy à Bougival? Oui, bien sûr. Oui, Martin, c'est Mathilde. Oui, il faudrait rechercher une certaine Madame Marcy parmi les clientes de l'Institut d'Isabelle ou dans ses contacts perso. Ouais, je te donne l'adresse. 25 rue du Général Lomet, à Bougival. Dis donc, elle a les moyens, cette Madame Marcy. Gendarmerie. Oui. On voudrait vous parler. J'arrive. Madame Marcy? Non, moi je suis Emma, je suis étudiante et les Marcy me louent juste une chambre. On voudrait les voir. Ah mais ils sont pas là, ils sont en vacances depuis un mois. Vous savez où on peut les joindre? Ils sont dans le sud-ouest chez des amis, mais alors pour vous dire où exactement, ça j'en sais rien. Madame Marcy est dans le sud-ouest depuis un mois. Drôle de coïncidence, tu crois pas? Ouais. Ça correspond pile au moment où Isabelle a appelé Chloé Delorme pour avoir des renseignements sur elle. Le 18 mars, elles ont dû se croiser quelque part. Faut savoir pourquoi Isabelle cherchait des renseignements sur le niveau de vie de Madame Marcy. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi en apprenant qu'elle avait de l'argent et une belle maison, Isabelle a dit à sa collègue Léa qu'un nuage s'éloignait d'elle. On appelle Martin? Oui, Claire. Non, pas de Madame Marcy sur le livre de rendez-vous de l'Institut, mais Jennifer dit qu'on y passe souvent sans réserver. Écoute, je vérifie la compta au cas où il y aurait des traces de paiement de Madame Marcy. Regarde le 18 mars. C'est ce jour-là qu'Isabelle s'est renseignée sur Madame Marcy. C'est probablement le même jour qu'elles se sont croisées. Attendez. Luc a fait des recherches aux impôts et à l'état civil, je le mets sur haut-parleur. Alice Marcy, c'est son nom de femme mariée. Elle est née Alice Duprat, née le 25 février 55. Elle est divorcée d'Alain Le Tilleul 6 ans après et s'est remariée avec son mari actuel, Jacques Marcy. Ils sont propriétaires tous les deux à Bougival. Ils ne travaillent pas. Ils ont des rentrées d'argent importantes grâce à des placements mobiliers. Alice Marcy, nom de jeune fille Alice Duprat. Alice Duprat. Ça me dit quelque chose. Hervé Agopian. C'est sa femme de ménage Alice Duprat qui l'a retrouvée. La femme de ménage d'Hervé Agopian s'appelait Alice Duprat. Et un an après le meurtre d'Agopian, elle s'achète une superbe maison. Surprenant pour une femme de ménage. Isabelle a dû la reconnaître et elle a soupçonné d'avoir tué Agopian. Et Alice Marcy l'a tué pour la faire taire. On creuse cette piste. On vous attend. Ok. Le 18 mars. C'est un des jours où Isabelle a reçu les acheteurs d'Internet. Ils étaient plusieurs voitures et se sont garés là. C'est là qu'Alice Marcy a dû la croiser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de Marcy dans la liste d'acheteurs d'Isabelle. J'ai très bien pu accompagner quelqu'un, une copine, une amie, Hélène Dercourt. Le jour où je suis allé chez elle, il y avait un invité, il s'appelait Jacques. Jacques, un ami. Et si c'était Jacques Marcy? Alors là, il y a des chances que le mari d'Alice Marcy soit le complice du meurtre d'Agopian. Il l'aurait aidé à supprimer Isabelle. Madame Marcy, Oui, c'est moi. on a quelques questions à vous poser. Si vous voulez bien nous suivre. Mais laissez-moi, mais... allez, venez, mais... madame. Allez, Hélène Mais laissez-moi.
Oui, bonjour, c'est le capitaine Guémara de la section de recherche de Bordeaux. Je voudrais parler au juge d'Olivet, s'il vous plaît. D'accord, je patiente. Oui, monsieur le juge. Oui, c'est au sujet d'une affaire dont vous vous êtes occupé il y a 7 ans, le meurtre d'Hervé Hagopian. Oui, on a du nouveau, monsieur. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Vous étiez où le 31 mars, Madame Marcy? Mais comment voulez-vous que je m'en souvienne? C'était il y a 3 semaines. Vous pourriez me dire où vous étiez, vous, il y a 3 semaines? Le 18 mars, vous êtes rendu chez Isabelle Marnet avec votre amie Hélène Dercourt pour acheter des chaises longues, c'est ça? Oui, mais je vois pas le rapport. Et Guillaume Marnet, vous voyez le rapport? Guillaume Marnet. Et vous me parlez de qui, là? Mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça, à la fin? Guillaume, un jeune homme brun qui massait votre patron, Hervé Hagopian, à son domicile au Vésiné, ça vous dit toujours rien? Non. Mais il se trouve qu'Isabelle et Guillaume Marnet ne sont qu'une seule et même personne. C'était un transsexuel. Quoi? Cette femme? Ah ben ça alors. Mais ça alors. Ça, j'aurais pas pu imaginer. Et elle vous a reconnu. Elle était assassinée. Et alors? D'ailleurs, elle m'a pas reconnu, c'est pas vrai. Et je ne l'ai jamais revue depuis que je suis allée chez elle avec mon amie Hélène. Et l'argent qui vous a servi à payer cette maison? L'argent, Mais il n'était pas à moi, cet argent. C'était celui de Jacques. Mais c'est faux. Je suis jamais allé chez cette Isabelle Marnet. Je sais même pas qui c'est. Elle avait compris. Et vous l'avez éliminée pour empêcher qu'elle vous dénonce. Mais enfin, compris quoi? Compris que votre femme et vous, vous étiez complices d'un meurtre. Un meurtre? Mais de quoi vous parlez là? Quel meurtre? Monsieur Marcy. Hervé Hagopian, ça vous dit rien? Alors? J'ai tué personne, je vous dis. J'y suis pour rien dans cette histoire. À l'époque, j'étais mariée avec Alain Le Tilleul, quand je travaillais chez Hagopian. Je suis pas au courant. Je l'aimais bien, moi, le patron. Vous étiez la maîtresse de Jacques Marcy à l'époque. On a des témoins. C'est pas vrai. Mais l'argent d'Hagopian, vous l'avez partagé avec Jacques Marcy. Mais quel argent? Mais je savais pas que c'était l'argent d'Hagopian, moi. Mais allons, Madame Marcy. Vous avez tué Hagopian ensemble, et ensuite vous êtes débarrassé d'Isabelle Marnet parce que vous avez eu peur qu'elle vous dénonce. C'est pas vrai. C'est pas vrai, moi j'ai tué personne. Pour Hagopian, c'est Jacques qui a tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a fait un doute des clés. Mais moi, j'étais pas au courant, je vous le jure. J'étais avec Alain Le Tilleul, qui était mon mari à l'époque. C'est pour ça que la police vous a jamais soupçonné. Oui, d'autant plus qu'on a trouvé les empreintes d'un inconnu sur la victime. Vous saviez que ce jour-là, Hagopian avait rendez-vous avec son masseur, Guillaume Marnet, et que c'est lui qu'on soupçonnerait. Alors effectivement, il a trouvé le corps, il a voulu l'aider, mais il était trop tard. Alors il a pris peur et il a fui. Quant à vous, vous avez divorcé pour épouser Jacques Marcy. Et vous avez tranquillement profité de l'argent d'Hagopian. Mais on n'a pas tué la fille. On n'a pas tué Isabelle Marnet, ça c'est pas vrai. Vous étiez où le 31 mars entre 17h30 et 19h? Chez un pépiniériste. On a acheté un petit cerisier à notre amie Hélène Dercourt pour la remercier de son hospitalité. Le vendeur doit s'en souvenir. Et puis je dois avoir encore le ticket de caisse. Ils vont être jugés pour le meurtre d'Hagopian. L'assassin d'Isabelle court toujours. Le taille et on l'a toujours pas retrouvé. Isabelle devait le donner à la femme de l'agence. Or, il n'y était plus quand elle est venue récupérer les clés. Quelqu'un a dû venir l'acheter, je vois pas autre chose. Quelqu'un qui a dû débarquer sans prévenir, qui savait pas qu'Isabelle était sur le point de partir. Et qui l'a tué. Luc, tu as la liste des gens qui ont consulté les objets sur Internet? Pas uniquement ceux qui ont acheté, mais tous. J'ai vérifié tout le monde, sauf le pseudo Flower 33. C'est une grosse boîte. C'est quoi? Groupe Food and Corporation. C'est le groupe pour lequel travaille Joséphine Marnet. Adresse email JG. Joséphine Gerfou. Joséphine Marnet-Gerfaux, la sœur d'Isabelle. Elle a visité le site. Elle était à la recherche d'une armoire époque Art déco. Pourquoi elle nous l'a caché? On a vérifié son alibi. Elle était présente au séminaire. Effectivement, personne ne l'a vue entre 17h et
Et 22 heures. C'est 2 heures de route, elle a pu aller à Arcachon et revenir sans que personne s'en aperçoive. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait tué Isabelle? À cause de l'armoire. Isabelle devait la tenir de leur mère. Et Joséphine s'est toujours sentie mal aimée. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Un cadeau qu'on estime injuste pour faire exploser des années de rancœur. C'est quand j'ai vu l'annonce sur Internet. Qu'Isabelle vende cette armoire, ça m'a rendue folle. Depuis 3 générations, on se la transmet, de mère en fille. Et maman l'avait donnée à Guillaume. J'en étais malade. Et lui, il l'a vendue derrière mon dos. Alors après avoir passé 3 jours à ruminer, vous avez décidé d'aller le voir pour tout lui balancer. Vous saviez que parmi les 300 personnes du séminaire, votre absence passerait inaperçue. Je savais qu'il allait partir. Il fallait que je lui parle. Joséphine, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as vendu l'armoire de maman? T'avais pas le droit? Pourquoi j'avais pas le droit? C'est moi qui aurais dû l'avoir. T'es encore là-dessus, ma pauvre Joséphine. T'en as pas marre de cette jalousie? Maman t'aime autant que moi. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Toute ma vie, tu m'as pris ma place. Tu ramènes tout à toi. C'est ça ton problème, ma pauvre fille. Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu vendais l'armoire de maman? Mais j'aurais pu l'acheter au moins! Je t'ai pas prévenu, ah bon? J'ai dû oublier. Comme toi pour l'enterrement de maman. Ensuite, j'ai emballé le corps de Guillaume dans des sacs poubelles que j'ai trouvés dans le garage. J'ai embarqué le corps et le tailleué dans ma voiture. Et je les ai jetés dans une rivière, à quelques kilomètres d'ici. Aujourd'hui, on est morts tous les deux. Vous savez, Guillaume était quelqu'un qui était adoré par tout le monde. Il était si attentif, si généreux avec tout le monde, sauf avec moi. En venant au monde, son frère lui a pris l'amour de sa mère. Et en changeant d'identité, c'est comme si elle lui avait volé sa féminité.